je viens de commencer à partager mon écran aussi, donc peut-être vous savez maintenant l'image de mon écran. Oui, tout à fait. Parfait. Eh bien, on commence si tu veux, Hernan. Je vois que bon, les assistants sont en train de commencer à se connecter. Très bien. Eh bien, voilà, encore une fois, bonjour à tous. Je suis Véronique Alois de la société CIP, bien sûr. J'appartiens au département commercial international. Et bon, aujourd'hui, le séminaire pour les professeurs va être sur notre logiciel CIP 3D. Donc, pour le calcul de charpente métallique, acier, aluminium, bois et notre générateur de portique. Si vous avez des questions, comme la dernière fois, n'hésitez pas à les poser par le chat et vous serez répondu dès que Hernan puisse avoir un tout petit moment pour les répondre. Eh bien, voilà, Hernan, je te laisse la parole et à tout de suite. Très bien. Donc, merci. Bonjour à tous, une nouvelle fois. Bienvenue à cette 12e présentation pour la formation des professeurs dans l'environnement de licence campus. Donc, on va commencer aujourd'hui avec dans la deuxième partie, nous allons mettre les points et notre attention sur des logiciels de structure. En particulier, nous allons traiter des sujets sur CP3D et le logiciel générateur de portiques. Donc, tout d'abord, savoir un peu la différence entre CP3D et CP4. C'est vrai qu'à mesure que les logiciels sont développés, les différences sont un petit peu de plus en plus moins. Ils sont quelles sont les grandes différences? Les grandes différences, c'est que le logiciel CP4, c'est un logiciel vraiment pensé pour travailler avec des projets bâtiments où on a des supports verticaux, éléments comme colonnes, des poteaux, et aussi on a des éléments horizontaux comme poutres et aussi des planchers. Dans CP3D, le logiciel CP3D est pensé pour des géométries plus complexes avec plus liberté des géométries et orientation des différents éléments sur l'espace. Donc, dans ce cas-ci, nous allons traiter dans les logiciels CP3D des projets comme celui-ci, des hangars. On a aussi la possibilité de définir les projets, pas seulement avec barres, sinon on peut travailler aussi avec des plaques. Nous allons voir un tout petit exemple. Donc ici, on va décrire un peu l'aspect général du logiciel. Comme sur CP4, on a des barres de menu, des raccourcis et on aura aussi deux onglets différents. Mais dans ce cas-ci, nous avons seulement deux onglets différents, la partie structure et l'onglet fondation. Sur l'onglet structure, on va définir complètement la structure de notre projet et on aura différents outils et différentes façons pour les faire. Et après, une fois définis les points de fixation, les noms des liaisons extérieures, nous allons pouvoir passer aux fondations pour définir, dans ce cas, les éléments qui correspondent à la fondation. Dans les logiciels, nous pouvons définir des semelles sur pieux, et ils sont les types d'éléments que nous pouvons définir pour ce type de projet. Donc, nous allons commencer avec un tout petit exemple, et je vais commencer pour aller sur le menu Fichier, Nouveau. Nous allons définir Nouveau. On a la possibilité de définir un ouvrage vide.
Et ici, on a de la même façon qu'on avait pour les logiciels CPCAD, les menus avec les différents codes et normes. Donc, on a la liste des normes. Je vais laisser par défaut les sœurs au code. On a la possibilité de définir les types, la catégorie d'utilisation pour les charges d'exploitation. Dans ce cas, je vais définir par exemple un lieu de stockage. Et de la même façon que sur CPCAD, on a la possibilité donc après de définir les normes, la possibilité de définir les types de matériaux pour les bétons armés, pour les profilés en acier, définition du terrain pour la fondation et on aura aussi donc une partie du menu qui correspond aux actions. Donc, de la même façon que sur CPCAD, on a l'activation de l'action sismique, différentes normes. On a les normes, par exemple, Algérie, Maroc. On a la possibilité de définir les recodes. On a aussi la possibilité d'appliquer une méthode générale. Donc, voilà les différentes possibilités. Après, on peut aussi définir la résistance au feu et définir des hypothèses additionnelles. Dans ce cas, par exemple, c'est intéressant de savoir que dans les logiciels CP3D, seulement la hypothèse du poids propre est définie de manière automatique. Les autres hypothèses, il faut les définir à la main, c'est-à-dire de manière comme une hypothèse additionnelle. Donc, je vais passer par hypothèse additionnelle des charges gravitatoires. Je vais passer aussi pour les charges d'exploitation. Et je peux passer aussi par les charges de vent pour notre cas. D'accord? Donc, j'accepte, je vais terminer. Et en acceptant ce menu, le logiciel va me montrer donc l'espace de travail sur lequel on a les trois axes spatiaux sur lesquels on peut travailler. Donc ici à gauche et en bas, nous voyons les axes qui ont été générés de manière automatique, X, Y et Z. Donc, nous pouvons commencer à définir la géométrie de notre projet. Donc, on a différentes façons. On avait tout au début, dans la définition du projet, la possibilité d'importer un fichier IFC. Dans ce cas, il s'agit d'un IFC avec modèle de calcul. Donc, il faut donc obtenir un IFC depuis un logiciel qui permet de définir les IFC avec modèle de calcul. Ce n'est pas un fichier commun, sinon avec certaines caractéristiques différentes. C'est important de savoir ça. Les autres possibilités pour définir la géométrie, nous avons aussi, par exemple, la possibilité de définir la géométrie à partir d'une importation des fichiers DXF, DWG. Je peux, par exemple, passer par un fichier DXF. Je vais, par exemple, faire un petit tour avec ça. J'avais, par exemple, sur un DWG, une géométrie définie par ligne. Et le logiciel me permet donc d'importer cette géométrie et m'épargner le travail de les finir sur le logiciel. Dans ce cas, il s'agit d'une géométrie plus ou moins simple, mais il pourrait être beaucoup plus complexe. Je peux aussi travailler avec
une géométrie fait manuellement avec l'espace de travail que le logiciel me présente ici. Donc, je vais commencer avec une barre nouvelle. Ils sont tous des outils de CAD. Donc, ici, le logiciel me permet de travailler avec des types d'éléments structurels de type générique, différents types de profilés. Donc, profilés type laminé, reconstitué soudé, déformé à froid, bois, aluminium, béton et aussi générique. Différents donc, types d'éléments que l'utilisateur peut définir. J'ai aussi la possibilité de définir un élément type tyran. Dans ce cas, le logiciel va me permettre de définir cet élément qui va travailler seulement à traction. On utilise un système pour le faire. Donc, la description du système et méthode est ici sur cette explication. Je peux obtenir cette explication sur l'écran ou même l'exporter pour l'étudier, par exemple en PDF, etc. Donc, après, je peux aussi définir des poteaux et des poutres. Dans ce cas, s'il s'agit d'un poteau, il devra être une barre verticale, complètement verticale, et aussi une poutre. Et pour définir ces éléments, il me faudrait définir avant niveau, que c'est ce menu qu'on trouve ici. Donc la définition du projet que je vais faire aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un sujet simple. Donc, je vais aller sur barre, nouvelle, et je vais choisir parmi les différents profilés un élément générique. Et j'ai la série des différents profilés. Je vais choisir un HEB de 280. Donc, j'accepte. Je peux aussi faire la vérification de la résistance au feu. Dans ce cas, je ne vais pas l'activer. Et maintenant, avec les outils de CAD, avec les accrochages aux objets, je vais définir géométriquement la position de ma barre. Donc, ici, je vais définir une barre de 6 mètres de longueur, complètement verticale, et je vais répéter le processus pour définir 4 éléments comme ça. Donc, sur une distance de 5 mètres, je passe sur les suivants, et maintenant, avec 6 mètres, je vais définir la troisième et la quatrième. Donc, voilà mes éléments définis sur l'espace. Maintenant, je vais aussi définir des nouvelles barres, mais cette fois-ci avec un type de profilé IPE. Et je vais utiliser un IPE 300. Donc, j'accepte et je commence avec cette définition. Voilà. Comme vous voyez, je suis en train d'utiliser les outils de CAD que le logiciel va mettre à mon disposition. Ici, sur la moitié de la barre, je commence la définition de ce premier niveau de barre horizontale. Voici donc la définition de mes barres, structure complète, et voici l'aspect. Vous pouvez voir, c'est facile à définir, donc une géométrie comme ça. Maintenant, ce que je viens de définir jusqu'au moment, c'est la définition des géométriques, la position dans l'espace des différentes barres, les types de barres. Maintenant, il me faut définir les appuis, c'est-à-dire, je peux aller sur les menus non, liaison extérieure, sélectionner les différents noms par fenêtre qui vont être définis comme notes d'appui. Et cliquant droit, je
j'aurai donc les menus qui me montrent les différents types de noms que je peux définir. Il peut s'agir des noms définis par défaut, qui sont déjà définis avec déplacement et rotation fixe, par exemple, dans le cas d'un encastrement. Je peux aussi aller sur une articulation dans laquelle les déplacements sont fixes, mais sur lesquels on a des rotations complètement libres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va avoir les différentes définitions des types de noms prédéfinis. Mais je peux même aller sur un générique et les définir de manière libre aussi. C'est-à-dire, je peux aller sur chacun des paramètres et définir mes propres valeurs. Dans notre cas, je vais définir des encastrements pour les 4 appuis et je peux passer au suivant point que c'est la définition des charges. Donc, souvenez-vous que dans le cas des données générales, j'ai défini donc les hypothèses additionnelles des charges permanentes, charges d'exploitation et charges de vent. Donc, ici, je peux aller sur les menus charges. Je peux introduire des charges sur barre. Je peux introduire des charges sur nom. Je peux introduire des panneaux et je peux aussi introduire des charges surfaciques. Donc, c'est important de savoir que les logiciels, il prend déjà en charge, en compte, pardon, les charges de poids propres. Donc, je vais définir une échelle de 5 pour les poids propres pour pouvoir l'apprécier vraiment. Et je peux aller sur charge hypothèse poids propres et comme vous pouvez voir, les poids propres de tous les éléments définis, ils sont déjà pris en compte par le logiciel. Maintenant, il me faut rajouter les autres charges qui ne sont pas parmi les poids propres ou des autres éléments qui ne sont pas définis de manière matérielle sur les projets. Par exemple, si j'ai un dalle ou par exemple une machine, etc., il s'agit d'un poids propre aussi, je peux le définir comme ça, ou je peux aussi le définir parmi les hypothèses de poids permanent, des charges permanentes. Ça, c'est à moi de choisir. Donc, ici, je vais aller sur charge, introduire charge sur barre. Je vais donc sélectionner les barres qui sont les poutres dans ce cas. Et cliquant droit, j'ai les menus d'introduire charge sur barre. Je peux définir l'hypothèse. Je peux définir aussi le type de charge, qu'il peut être ponctuel, uniforme, partiel en bande, triangulaire, trapézoïdal, ponctuel, ou je peux avoir aussi un delta T, c'est-à-dire d'augmentation de température uniforme ou variable. Et aussi, je peux définir la direction et l'essence de cette charge. Dans le cas, par exemple ici, je vais définir 0.5 tonnes par mètre linéaire. J'accepte qu'on nous allons voir toutes les charges. Cette fois-ci, vous voyez donc les charges du poids propre des barres et la charge que je viens de rajouter. Maintenant, je vais aussi définir, par exemple, des charges de type, par exemple, trapézoïdal.
Dans ce cas, il va s'agir d'une charge de type d'exploitation. Position initiale de point 1 et ici de point 5. La valeur initiale de, je vais dire, point 25, point 25 pour la position relative des éléments, de la variation des charges, la valeur initiale de 0 et la valeur finale, point 1, et ici, la valeur finale de, par exemple, point 5. Donc, la direction des axes généraux, j'accepte. Point 65. Accepter. Et vous pouvez voir donc la charge que je viens de définir. Je pourrais même définir plusieurs pour obtenir ce que je veux. Donc, voilà les différentes charges. Et maintenant, j'ai une autre hypothèse qui s'agit de la charge de vent. Et pour charger la charge de vent, je vais définir les panneaux. Les panneaux, ils sont des surfaces virtuelles qui sont définies sur des différents éléments. Par exemple, je viens de définir ce panneau. Je vais définir aussi une orientation pour les charges. Et sur ce panneau virtuel, je peux définir différents types de charges. Et ce panneau, il va passer les réactions de cette charge surfacique qui sont définies sur les panneaux sur les différentes barres que je veux. Par exemple, ici, je vais définir ça. C'est vraiment intéressant, par exemple, pour définir des charges de vent, par exemple, ou des charges surfaciques, comme il peut s'agir, par exemple, d'un panneau, d'un plancher, etc. Donc, ici, je vais rajouter une charge. Pour mon cas, je vais utiliser la charge de vent. L'essence positive, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir, il y a un vecteur qui va définir la direction de cette charge. Dans ce cas, il va être une charge de pression sur la surface. Et je vais appliquer une valeur, par exemple, 0.5 10 tonnes par mètre carré. En acceptant, je vais pouvoir donc sur les hypothèses vues, je vais voir toutes. J'accepte et vous pouvez apprécier, donc si je me rapproche, la réaction donc de cette charge surfacique sur les barres verticales qui correspondent au poteau. Voici donc les charges surfaciques appliquées sur la barre. Donc, voici jusqu'au moment où j'obtiens les processus de définition et application des charges. Donc, si je reviens un peu sur la définition des différents éléments, barre, je peux aller sur barre, nouvelle, et nous pouvons apprécier sur cette expression des croquis, des barres, sur les modèles, et aussi sur un but 3D, que la définition des barres que j'ai fait, jusqu'au moment où je n'ai pas parlé de fixation, non, etc. Donc, par défaut, le logiciel, il va définir toutes les rencontres des barres sur les noms comme encastrement.
Donc, c'est après l'utilisateur qui doit revenir sur les différents noms et redéfinir la relation entre les barres qui arrivent en nom de la manière qu'il. Par exemple, dans ce cas, je peux aller sur cette menu barre et articuler extrémité. Donc, je peux par exemple venir ici sur cette barre et créer une articulation complète sur les deux extrémités de la barre que je vois sur l'écran. Je pourrais aussi définir seulement l'encastrement sur une seule extrémité, l'effacer, ou sur l'autre extrémité. Dans ce cas, il s'agit d'une articulation globale qui va travailler sur les différents plans X, Y, Z, mais aussi aux torsions. Donc, c'est important de savoir cette caractéristique. Donc, c'est complètement libre. J'ai aussi la possibilité de définir ces niveaux d'encastrement à partir des différents plans de X, Z et Y, Z aussi. Donc, je peux, par exemple, cliquer sur une barre et aller sur les différents plans et définir ces niveaux d'encastrement, qu'il peut être avec un coefficient d'encastrement qui va de 1 au 0, 1 pour complètement encastré, 0 pour complètement articulé, ou je peux définir aussi avec une rigidité en rotation à partir d'une valeur de une valeur de moment fléchissant par angle. Ça, c'est la manière de définir donc les encastrements. Donc, dans ce cas, par exemple, je vais aller sur articuler extrémité et je vais définir donc ces complètes articulations pour ces barres comme une valeur. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'ici, nous avons un élément barre qui va de la fondation jusqu'à 7 points. Vous voyez que c'est une couleur un peu plus foncée. Ce qui vous nous dire le logiciel dans ce cas qu'il considère que cette profilé est complètement continu. Il va d'ici jusqu'au là. Donc, c'est vraiment la dimension réelle de la barre. Et maintenant, je pourrais aussi, par exemple, définir un nouveau nom et on va voir que cette définition, ce nom ici, aura une importance intéressante au moment de définir les assemblages. Je peux aller, par exemple, sur la liaison, aller sur barre, décrire, et je vais décrire une pièce sur créer pièce, pour lequel je vais diviser, c'est-à-dire cette profilée, la barre de cette profilée va venir d'ici jusqu'au là et d'ici jusqu'au là. Donc, je suis déjà en position, en disposition de pouvoir aller sur sauvegarder, aller sur assemblage, générer. Il y a des 13 assemblages qui ont été générés. D'accord? Et je peux passer par les menus calcul et calculer complètement la structure. Et je peux demander au logiciel de résoudre les nœuds avec différents
différents types d'assemblages. Les assemblages, ils sont définis sur des bibliothèques. Vous pouvez aller sur la page web du logiciel, vous allez obtenir là l'information des différents assemblages qui sont résolus avec les différents modules. Donc, dans ce cas, je vais demander au logiciel de résoudre les nœuds avec des assemblages boulonnais. Je vais accepter, et je laisse au logiciel faire son travail. Donc, une fois la structure est définie, je peux aussi compléter avec la fondation. Pour les éléments de fondation, les menus est très semblable au menu qu'on a utilisé par exemple sur CPCAD. La souris devient une toute petite semelle. Je peux appliquer donc cette semelle. Une vue 3D de l'ouvrage nous donnera donc l'aspect complet de cet ouvrage. Donc, je peux revenir sur la structure et dans ce cas, commencer à voir les différents résultats, étudier les différents résultats et faire un jet en révision des différents barres et ces vérifications selon les codes. Donc, je peux aller par exemple pour le faire, je peux aller sur calcul et je peux commencer par exemple par voir réaction. Je peux voir les réactions sur les différents appuis sur l'écran, voyant les différentes combinaisons pour les hypothèses simples ou pour les enveloppes. D'accord? Les différents résultats que je trouve. Je peux aussi aller sur calcul, obtenir les déplacements, aussi pour les poids propres ou pour n'importe quelle hypothèse. Donc, je peux voir aux extrémités des barres lesquels étaient les déplacements obtenus pour une hypothèse. Donc, voilà, déplacement des différents noms. Je peux aller aussi voir sur l'écran les efforts. Je peux obtenir donc des diagrammes, des courbes enveloppes pour toutes les barres et les différents efforts. Donc, par exemple, effort normal, je peux bien définir une échelle un petit peu plus grande pour apprécier donc les valeurs. Je peux par exemple demander au logiciel de voir les valeurs maximales, dessiner valeurs maximales et minimales et axe du plan de la fenêtre, de manière de pouvoir facilement apprécier les valeurs des efforts, de l'effort normal, par exemple, ou rajouter, par exemple, les moments fléchissants. Je vais définir aussi une échelle un petit peu plus grande, soit pour 7 moments fléchissants. Voilà. Donc, c'est pour voir les différentes valeurs obtenues. Donc, dans les cas aussi des barres, de la même façon que on peut définir, le logiciel a défini par défaut des encastrements pour les nœuds et après, moi, comme utilisateur, j'ai pu redéfinir tout ça. J'ai pu aussi définir des valeurs de flambement.
c'est-à-dire par défaut, les logiciels prennent comme certaines valeurs pour les flambements ou les déversements. Et c'est à l'utilisateur de venir à redéfinir ces valeurs. Donc, par défaut, les logiciels prennent comme cette valeur de 1 pour les différentes valeurs de flambement pour les barres. Et moi, comme utilisateur, je peux venir à redéfinir cette valeur à partir de bêta. Je peux définir aussi une longueur de flambage pour une barre ou faire un calcul approximatif de longueur de flambement. Ça, c'est à moi comme utilisateur de choisir. Souvenez-vous qu'il y a toujours des sets sur écran pour lesquels je peux obtenir différentes aides dans la forme des documents où les menus sont remarqués, il y a des aides sur l'écran. Voilà. Donc, dans ce cas, je reviens donc sur les calculs et je peux aussi, par exemple, voir la déformée. Je peux voir les structures, par exemple, les valeurs maximales. Et par exemple, je vais aller sur les hypothèses de vent et je vais exagérer les facteurs de formation pour voir comment les structures est en train d'agir à la charge des. Ça, c'est intéressant à voir. Par exemple, comment les deux. On avait les charges de vent dans cette direction. Je ne sais pas si vous, sûrement vous vous souvenez. Ici, on avait une charge de pression de vent. Et les deux parties du latéral de la structure on vient d'agir de manière différente. Et pourquoi ça? Souvenez-vous que j'ai articulé les extrémités des barres ici et ici, de façon qu'ils sont moins rigides et pourtant cette latérale a une déformation différente de cette latérale-ci. Et la déformée, il va bien montrer cette différence dans les hypothèses de la structure. Ça, c'est pédagogique, vraiment. Ça, c'est intéressant à montrer aux élèves, par exemple. Bien, on a aussi des autres outils qui peuvent être intéressants. Par exemple, vérifier les éléments. Vérifier les éléments correspond à un outil qui va nous permettre, par exemple, de voir quels sont les pourcentages de résistance utilisés pour les profilés qu'on a choisis. C'est-à-dire, j'avais choisi un HEV 280. Je suis en train d'utiliser seulement les 17% de la résistance de cette profilé. C'est vraiment un pourcentage bas. Et j'aurais bien pu choisir les HEV 140 et épargner une bonne quantité de kilos d'acier par mètre linéaire de barres. Ça, c'est intéressant aussi à montrer et à savoir l'utiliser. Non? Les économies de bien vues pour une structure. Donc, comme ça, je pourrais aller sur des différentes barres et voir lesquelles auraient pu être choisies sans dépasser les pourcentages de vérification nécessaires de la résistance du profilé. Et si je veux aller plus au détail
des différentes vérifications que le logiciel fait pour une barre, je peux aller sur calcul, vérification LU et je peux cliquer sur une barre, par exemple celle-là, et le logiciel va me montrer donc une liste avec les différentes vérifications que le logiciel a fait. Donc voilà tous les détails de vérification faits sur cette barre en fonction des combinaisons calculées, lesquelles est la combinaison la plus défavorable et les valeurs obtenues. Je peux bien obtenir de cette barre un récapitulatif avec tous les nécessaires détails de ce que le logiciel a fait à partir du calcul et vérification. Donc, j'ai ici donc, les caractéristiques de la barre IPE 300, les types d'acier, les caractéristiques mécaniques, les flambements, déversements, les vérifications faites, s'il passe ou s'il ne passe pas. Si une vérification ne passe pas, il sera remarqué en rouge. Et nous avons ici les détails de chaque vérification. Donc, on peut suivre les valeurs de comparaison, la combinaison la plus défavorable et aussi on pourra voir donc les différentes valeurs obtenues pour chaque variable ou chaque facteur utilisé pour la comparaison. Cet récapitulatif peut être obtenu en différents formats, PDF, DocX, HTML, etc. Je vais aller par exemple dans ce cas, sur un poteau où on a des valeurs des charges axiales. Et voici donc les différentes valeurs obtenues. Bien. Donc, jusque-là, la possibilité donc de voir les valeurs pour les barres. Nous avons donc défini les caractéristiques des barres, les relations entre les différentes barres, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un encastrement, une articulation ou les valeurs intermédiaires. Nous avons aussi la possibilité de définir les caractéristiques de déversement et de flambement. Il y a, souvenez-vous, des valeurs par défaut. Et de la même façon, on a la possibilité de créer groupe de flèches, c'est-à-dire appliquer une flèche limite pour une barre en particulier. Dans ce cas, par exemple, on a des différentes flèches et on peut activer, par exemple, une flèche maximale relative pour, par exemple, absolue. Je vais créer donc cette relation de x7 avec une flèche absolue de seulement 1 mm. Je vais calculer une nouvelle fois. Je vais voir si ça passe ou ça passe pas.
Donc, je vais voir la vérification est où et vérifier l'élément. Bon, ici, l'utilisation de la flèche, c'est correct. C'est vraiment surdimensionné. Bon, on pourrait voir que on pourrait appliquer plus de charges pour obtenir ce critère d'utilisation des flèches. Donc, mais on peut définir ses limites pour les structures en général. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est l'application des calculs des assemblages. On a vu qu'avant de faire les calculs, de lancer les calculs, j'ai aussi, je suis allé sur les menus assemblage et j'ai généré assemblage avec les caractéristiques des assemblages de bibliothèques qu'on a définis sur les différents modules. Et qu'est-ce que j'obtiens avec ces processus? Bon, je vais obtenir pas mal d'informations, c'est vraiment intéressant. Savoir que je peux, par exemple, aller sur éditer. Je peux aller sur les différents noms où le logiciel a créé un assemblage et le logiciel a appliqué une routine pour ce nom des barres, des différents types de barres, et il a appliqué une routine pour obtenir tous les éléments auxiliaires. Il a résolu donc les rencontres de barres et il a aussi vérifié les différents éléments. Donc, les différentes platines, les soudures et les billes aussi. Donc, j'ai pu aller sur les différents éléments. Je pourrais éditer. Je peux éditer, par exemple, les caractéristiques de la plaque de tête. Je peux aussi éditer les raidisseurs que le logiciel a définis. Je pourrais aussi redéfinir la plaque verticale avec ses différentes caractéristiques. Je peux aussi bien aller sur les poutres, éditer donc les assemblages. Je peux redéfinir, par exemple, pour un élément, un assemblage soudé ou boulonné. Je peux, par exemple, dire que pour cette poutre, j'ai vu un type d'assemblage soudé et pour celle-là, j'ai vu boulonné. Donc ça, je peux le faire ici. Par exemple, pour la poutre A, je vais redéfinir dans ce cas un assemblage boulonné. Donc j'accepte et j'obtiens donc l'assemblage avec les vérifications. Donc peut-être toute cette partie viendra d'atelier et ici c'est seulement la partie que je vais monter sur sur site. Ça c'est une façon de travailler. Donc je peux aussi bien aller sur les différentes soudures et j'ai pu obtenir une vérification. Cette vérification va me montrer pour les différents éléments qui vont être partie de cette connexion, les valeurs de tension et aussi les niveaux et les facteurs appliqués selon les codes. J'ai aussi donc une liste, un PDF récapitulatif qui peut être partie de la note de calcul de la structure complète.
Donc, comme vous voyez, les différentes valeurs et les différentes vérifications qu'on fait selon les types d'assemblage. Bien, ça c'est l'édition et la vérification de l'assemblage. Il n'y a pas d'incident dans ce cas, donc j'accepte. Souvenez-vous que j'avais introduit un nom ici. J'avais défini aussi que pour cette partie, il y avait une barre d'ici jusqu'au là et une autre d'ici jusqu'au là. Donc, à quoi ça sert introduire ces noms et redéfinir les longueurs correctes des barres? Dans ce cas, par exemple, avec les assemblages, ça va me permettre, par exemple, de définir ce type de connexion pour pouvoir connecter donc du var, donner continuité à du var. Ça, c'est important. Et toutes les vérifications, ils correspondent à cette union des profilés. Et aussi obtenir les comportements de l'assemblage pour la flexion simple. J'obtiens la rigidité en fonction des efforts appliqués. Voilà. Donc, à la fin du processus, je vais obtenir donc les différentes vérifications LU, LS. Je peux obtenir toute cette information ici sur la forme des récapitulatifs en différents formats aussi, PDF, DocX, etc. J'ai donc l'information qui correspond aux normes appliquées, les combinaisons, la géométrie de la structure, donc comment ils sont définis les différentes barres, de quel nom à quel nom, et quelles coordonnées pour les noms, les matériaux utilisés, les récapitulatifs qui correspondent dans ce cas à la description de chaque barre selon ses caractéristiques, c'est-à-dire type de profilé, longueur et bêta pour les flambements et longueur aussi pour les déversements. Ici, le résumé des métriques et les métriques surface pour peindre. Et ici, les vérifications aussi pour les semelles que je n'ai pas dimensionnées. Donc, il y a des vérifications qui ne passent pas jusqu'au moment de lancer donc, les dimensionnements. Voilà. Donc, j'ai pu revenir donc, sur l'onglet structure et obtenir les différents récapitulatifs, cette fois-ci complètes, et sans problème sur les semelles. J'ai pu obtenir aussi les différents plans. La structure 3D, par exemple, j'ai pu aussi rajouter les assemblages. Aussi, par exemple, les plans d'implantation de la fondation. Je vais aussi les vues en plan de la fondation. Il y a
parmi nos outils la possibilité de définir des tailles. Il y a une bibliothèque très intéressante de différents détails constructifs d'applications avec des données générales, mais que l'utilisateur peut rajouter au plan et après sur un logiciel de CAD, modifier pour l'adapter aux besoins du projet. Ça, c'est vraiment intéressant car ça va nous épargner du temps à l'heure d'enrichir ou donner des détails pour nos projets. Bon, il y a des douzaines de différents détails qu'on peut utiliser. Donc, je peux, par exemple, accepter et à rajouter ce détail au plan de mon projet. Donc, je vais accepter. Je vais montrer donc les résultats de ces plans sur l'écran. Le logiciel fait son travail. Et je vais aussi démarrer le logiciel de CAD pour exporter tous ces plans que le logiciel va me permettre d'obtenir. Vous voyez ici, par exemple, l'aperçu de la structure. Donc, je peux aussi obtenir l'information des différents assemblages, les détails de ces assemblages. J'obtiens par exemple des cadres pour les références et symboles qui correspondent aux soudures, sa description, les caractéristiques des soudures et des vies, par exemple, la préparation des différentes surfaces. Et par exemple, ici, les détails d'implantation de la fondation. Ici, les détails que j'ai rajoutés de notre bibliothèque de détails. Et je vais exporter tout ça, imprimer tous les plans dans un plan unique. Et je vais créer tout ça sur le logiciel de CAD. Donc, voici tous les plans obtenus depuis le logiciel. De la même manière qu'on a fait la semaine dernière avec CP4, par exemple. Donc, ça, il s'agit vraiment d'un ouvrage simple. Je voudrais seulement, de manière rapide, vous montrer une application de ce qu'on fait, par exemple, avec les plaques. Et je vais les faire un peu à grande vitesse avec l'idée de vous montrer comment on travaille avec les plaques. Et pour ça, je vais utiliser un fichier, je vais créer un fichier nouveau. Je vais lui donner un nom, un ouvrage vide. Je vais terminer.
Et maintenant, je vais utiliser donc l'outil qui correspond à importer fichier DXF DWG. Et je vais chercher parmi mes documents cet fichier qui est préparé pour obtenir un ouvrage comme celui-ci dans lequel sur les DWG, on a travaillé aussi avec des valeurs, des éléments type shell. Et je vais importer tous ces éléments. Donc, on a les éléments surfaciques, on a aussi des éléments linéaires qui correspondent aux barres. Donc, je vais accepter. Et le logiciel fait l'importation, la lecture de CDXF ou de WG, et il va importer tous les éléments. Après, il va me falloir définir donc les caractéristiques des différents éléments de type plaque et aussi les éléments poteaux et autres. Pour pouvoir travailler à l'aise, le logiciel me permet aussi d'une gestion de calque. Si j'ai pu définir les barres soit à la main, soit avec l'importation d'XF, nombre de différents calques qui va me permettre aussi de gérer aussi la visibilité ou non des éléments qui sont dans les calques. Par exemple, dans ce cas, ça se rend très utile pour pouvoir sélectionner à l'aise et à grande vitesse les différents éléments du projet. Ici, déjà, la géométrie, c'est complexe. Donc, je peux par exemple aller sur la sélection des éléments et dire, je vais tout désélectionner et je vais sélectionner seulement, par exemple, les sphères. Donc, ici, il s'agit des éléments de type plaque. Vous voyez, il y a une épaisseur par défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur plaque. Je vais décrire la section. Et je vais finir en section de 15 mm d'épaisseur, par exemple. Et je vais aller sur plaque une nouvelle fois, décrire matériaux. Et parmi nos matériaux, je vais définir un aluminium. Après ça, je peux aller sur la gestion des calques et demander seulement les escaliers. Ici, je vais faire une définition à grande vitesse. Non, ce n'est pas exactement ça sur l'ouvrage réel, mais c'est au moins pour montrer comment on peut y travailler ici. Ok, donc je travaille avec un IPE 80, ça c'est exagéré, moi je sais. Après, j'ai pu aller sur les poteaux. Dans ce cas, je sélectionne tous les éléments et je vais aller sur cet élément ici pour redéfinir un tube circulaire. Et je vais profiter aussi pour définir ici mes noms. Liaison extérieure, clique ici, je mets appuis. Donc, je vais sur la réalisation
Et je vais décrire les barres. Et cette fois-ci, je peux aussi travailler avec un type, un IPE de 80. Donc, j'accepte et je peux aller voir les différents éléments et faire une vue 3D pour vous montrer qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc, voilà donc les structures principales et aussi la définition des différents éléments. Les poteaux, les réalisations. Après, il me faudrait maintenant définir les charges. Les poids propres des éléments, ils sont définis déjà par défaut, mais je dois définir par exemple la pression pour les sphères, etc., les ballons. Mais c'est une manière, un type de structure qu'on peut aussi définir sur les logiciels. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez, par exemple, voir les types de projets qu'on peut travailler sur nos différents logiciels, vous pouvez bien aller sur la galerie des projets et vous pouvez apprécier différents cas des projets définis avec nos différents logiciels, des structures, la partie thermique aussi. Par exemple, ça, il s'agit d'un cas des plaques, un projet sur lequel, du type que je viens de définir ici, mais cette fois-ci, c'est défini ainsi par un conteneur d'éléments. On peut aussi travailler ce type d'éléments. Ça, c'est défini aussi avec CP3D. Bon, là, vous allez avoir ici pas mal d'informations pour savoir un peu les types de projets qu'on peut définir avec nos logiciels. Donc, jusqu'au moment de l'application de CP3D, il me reste seulement l'utilisation des générateurs de portiques. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'au moment. Je vais voir sur les chats. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez partager vos questions sur le chat ou sur la partie questions de l'application. Donc, il n'y a pas de questions jusqu'au moment, ou au moins je ne les vois pas. Donc, je vais passer à l'application du générateur de portiques. Donc, comme vous avez vu sur l'exemple que j'ai appliqué tout à l'heure, l'application des charges de vent que j'ai fait, la définition des charges de vent que j'ai fait, c'était à la main, c'est-à-dire avec une certaine méthode, je ne sais pas, parallèle, j'ai obtenu la définition de la pression de vent à appliquer sur une surface. Je l'ai appliqué et le logiciel a fait la répartition, dans ce cas, sur les poteaux. Mais il y a dans certains cas sur lesquels j'ai vu m'épargner ce travail et dans les cas, par exemple, des bâtiments industriels, d'hangars, j'ai pu utiliser pour les faire les logiciels générateurs de portiques qui va nous permettre de définir donc la géométrie
principal d'un bâtiment industriel, un hangar, et obtenir les charges de vent de manière automatique, appliquant en norme ou en code. Donc, je vais aller sur les générateurs de portiques. Il va être sûrement plus facile d'expliquer avec le logiciel, et vous allez voir quel est le travail qu'on fait avec ce logiciel et qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc, je vais aller sur Fichier, Nouveau. Je vais créer dans ce cas un projet avec un nom. Et la première question qui nous pose le logiciel est si nous voulons introduire un nouveau portique. Je vais dire oui. Le logiciel va me demander si je veux appliquer un versant ou deux versants. Dans ce cas, je vais travailler avec deux versants, et il y a des valeurs par défaut de l'auteur des différents parties, et aussi pour la portée. Donc, par exemple, j'ai pu modifier l'auteur des différentes dimensions géométriques. Je peux accepter. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est soit travailler avec cette géométrie, ou même cliquant gauche, pardon, je peux insérer un nouveau portique, par exemple d'un versant, de 5 mètres, ici de 4 mètres, par exemple, et je peux accepter. Et comme vous voyez, la géométrie générale de l'hangar va avoir cette forme. Donc, sur cette géométrie, le logiciel va calculer donc les charges de vent qu'on va montrer tout à l'heure aussi. Donc, dans ce cas, je vais seulement appliquer cette géométrie simple, et je commence à travailler pour appliquer des pannes et des lisses. Je vais appliquer tout d'abord sur les données générales les clos et les couvertures. J'ai pu appliquer les poids propres des éléments. J'ai pu aussi, et je dois les faire pour pouvoir appliquer avec des plans, des pans et des lisses. Et sur cette surface que je viens de définir ici, bon, j'ai un nombre de travées en séparation entre portiques. Ça, j'ai pu les redéfinir si je veux. Par exemple, j'ai pu redéfinir le nombre de travées et la séparation entre portiques de mon bâtiment général. D'accord? Donc, j'ai aussi la possibilité d'appliquer, une fois que j'ai la surface des couvertures, la charge de vent. Pour appliquer ces charges de vent, il m'est permis donc d'appliquer différentes normes. Je peux par exemple appliquer les sérocodes. Appliquant les sérocodes, je peux définir la vitesse de référence en fonction du map ou des plans éoliens de l'emplacement de mon projet. Et je peux appliquer pour les sérocodes des coefficients directionnels. Je peux aussi appliquer une catégorie du terrain selon la direction. J'ai différents types de catégories du terrain, donc les définitions qu'on trouve donc sur les sérocodes. Et j'ai aussi la possibilité d'appliquer orographie du terrain pour m'adapter à l'emplacement de mon projet.
pour la direction transversale et pour la direction longitudinale aussi. Peut être plein, ascendant, descendant ou colline. D'accord? Donc, voilà les différentes possibilités. Je peux appliquer aussi la charge de neige. De la même façon, différents codes, je peux appliquer soit le codant. Il y a donc différentes régions où je peux appliquer un neige générique, une surface, une charge surfacique avec une valeur, ou appliquer même des autres normes, comme par exemple la norme américaine des charges. Donc, dans ce cas, je vais appliquer charge de neige pour mon projet. Je vais seulement appliquer la charge de vente de 0 code. Je vais accepter. Et maintenant, je peux appliquer la édition des pannes et des listes. Pour l'édition des pannes, je peux appliquer une limitation de la flèche, le nombre de travées, c'est-à-dire s'il y aura une continuité de cette panne de 1 travé, 2 travées ou 3 travées, ça va modifier donc les moments fléchissants à prendre en compte. Je peux aussi avoir donc un type de profilé. Je peux proposer une séparation ou que le logiciel me fasse une recherche sur des différentes séparations. Donc, je vais proposer ici donc la séparation d'un mètre 0.5. J'accepte. J'obtiens donc cette contrainte. Je peux définir aussi le type de fixation. Ça, c'est important. Ça va sûrement avoir une importante valeur sur influence sur les résultats. Je vais passer par exemple sur les IPE 100. Acceptant, je vois donc que les contraintes et les flèches sont dans les pourcentages acceptables. Et je peux aussi aller sur l'édition des pannes et des listes pour appliquer les listes. Dans ce cas, E de 100. La même chose, j'ai une limite de flèches, je peux 1, 2 ou 3 travées et une couverture de type fixation rigide. Je peux appliquer différentes séparations et il est possible d'optimiser, bien sûr. Soit je peux revenir sur les listes et dire, bon, je vais appliquer une séparation différente, par exemple 1.3. Je peux accepter et voir. Je peux même aller, par exemple, sur 1.5, accepter. Et si ça passe, c'est plus souhaitable sûrement cette séparation, non, qui c'est optimale. Une fois j'ai obtenu ces valeurs, j'ai pu aller sur les données de l'ouvrage, la vérification. J'ai pu obtenir déjà ici une liste de vérifications pour les pannes et les listes et aussi l'information des données de vente qui va être appliquée sur mon projet. D'accord? Comme vous voyez, il y a une grande quantité d'informations pour chacun des portiques et aussi pour la vérification des pannes et des listes qu'on vient de faire. Parfois, je peux
une fois j'ai fini donc l'optimisation des pannes, des listes, obtenu les valeurs des charges de vent, je peux exporter. Et j'accepte. Et maintenant, c'est la définition de l'exportation que je vais faire. Donc, j'ai vu les portiques bien castrés. J'ai vu que le logiciel fasse va créer donc les options de flambement selon les caractéristiques que je viens de définir pour la géométrie. J'ai vu une génération de portiques en 3D et je vais pas grouper. Donc, j'accepte. Et cette géométrie que jusqu'au moment où j'ai traité sur un plan, le plan principal du portique type, il va être exporté vers CP3D, mais cette fois-ci en 3D, avec toutes les charges nécessaires pour la définition du bâtiment complet. Voilà donc la définition des différents portiques. Et la partie la plus importante, c'est pouvoir avoir obtenu toutes les charges qui correspondent. Dans ce cas, je vais par exemple voir donc les charges obtenues pour les échelles. Hypothèse vue qui correspond à H1. Voilà donc les charges obtenues pour l'hypothèse H1. Donc, toutes ces charges sont obtenues. Et pour chacun des hypothèses créées par le logiciel. Ça, c'est la grande importance dans ce cas de l'exportation depuis le logiciel générateur de portiques. Maintenant, il reste la définition des éléments qui vont aider à la rigisation, par exemple ici, des éléments verticaux pour définir, par exemple, les entrées, la rigisation, les éléments principaux pour la connexion des portiques, etc. Ça, c'est un travail à faire. Mais on a donc la définition déjà du portique type général et les charges correspondantes. On aura aussi la possibilité ici de générer les assemblages. Il faut définir bien sûr les types de barres et on peut obtenir aussi depuis après la définition des barres les assemblages. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des questions. Oui, il me demande d'obtenir les plans. Tout à l'heure, j'ai fait avec la partie exportation ou imprimé plan. J'ai obtenu les plans d'XF ou DWG sur un logiciel de CAD. Oui, un portique du type d'un versant va être également exporté.
Pour mon exemple, j'utilisais seulement un élément du portique type seulement de 2 versants. C'était un peu l'idée. Donc, voilà un peu la présentation générale de ces logiciels. Je vous invite aussi à voir, bon, dans les dernières semaines, nous avons fait la présentation d'un logiciel vraiment intéressant que c'est CP Connect Steel. Bon, en ce moment de l'installation cette fois-ci, c'est seulement l'installation en anglais, mais c'est un type de logiciel qui va nous permettre donc obtenir la modélisation dans les cas que j'ai montré tout à l'heure ici. C'est un calcul des assemblages par typologie. Mais cette fois-ci, je vais obtenir, ou je peux obtenir un calcul, une analyse par élément fini. Ça, c'est un élément vraiment intéressant et il va me permettre d'obtenir par exemple, des sections et des connexions de n'importe quelle typologie, pouvant définir donc la définition donc de cet élément. Je peux par exemple revenir sur les noms. Je vais redéfinir ces noms. Et par exemple, ici pour mon poteau, je vais redéfinir la position de la barre et je peux aller sur connexion pour, par exemple, définir un plate, par exemple, pour la section 20 sur cet élément, je vais définir par exemple 15 mm à chaque côté, d'accord? Et je vais finir par exemple des welds, des soudures pour cet élément. Et après, je peux définir aussi des billes pour des 50 mm par exemple. 0, et je peux aussi définir un autre de 50 mm. Moins 50. Donc voilà, ça c'est un peu le travail qu'on peut faire. C'est une définition beaucoup plus générale des différents assemblages. On a une analyse qui va me permettre de travailler avec des éléments finis. C'est un travail vraiment intéressant qu'on peut faire ici. Je vous invite à visiter le BIM Server Center. C'est notre espace sur lequel vous allez trouver sur les stores et avec les noms de CP Connect Steel une bonne quantité de ressources disponibles et ils sont même en français et il y a des présentations et webinaires que vous pouvez bien sûr analyser et avoir. Aussi, on a une mémoire de calcul de la même manière qu'on obtient une mémoire de calcul pour tous les logiciels que j'ai montrés
Dans CP3D, par exemple, vous pouvez aller sur Aide, manuel de l'utilisateur, mémoire de calcul, exemple. Il y a un tutoriel là que vos élèves peuvent suivre pour obtenir donc un modèle avec toutes les explications nécessaires de chacun des points définis dans l'exemple. D'accord. Donc, c'est pas mal pouvoir passer du temps à étudier tous ces documents qui sont bien avec les logiciels. Bon, ici, les calculs et dimensionnement de l'assemblage, mais par élément fini, c'est une méthode complètement différente. Et on a bien sûr donc les bonnes mises stress. Ça, c'est très avancé. C'est vraiment une nouveauté parmi nos logiciels. Donc, je vous invite à passer du temps, par exemple, à visiter notre BIM Server Center où vous allez trouver information, un rapport, tout ça. D'accord. Donc, bien. Merci beaucoup. Béraud, je ne sais pas si tu veux Oui. fermer Bonjour, Hernan. déjà la présentation. Et inviter sûrement au suivant session dans la semaine la prochaine semaine. Oui, merci Hernan pour tout. Une présentation très intéressante et très pédagogique. Monsieur Keita, pour la version téléchargeable, je vais essayer de demander au département de marketing pour qu'il puisse m'aider à vous envoyer ça. Hernan, Monsieur Kende a demandé si on peut avoir le plan que vous avez importé tout à l'heure. Je suppose que c'était pour les plaques. Ah, les DXF, Je pense. oui, C'est bien ça? oui, si Monsieur c'est Kende? ça, je peux te passer les fichiers et vous allez Et moi, je le avoir. renvoie. Oui, tout à D'accord. fait. OK. D'accord. OK. Très bien. Eh bien, voilà. On vous attend à tous la semaine prochaine pour notre dernier séminaire en calcul de structure. Ce sera pour les éléments de soutènement et les ponts cadres. N'oubliez pas de vous inscrire surtout au dernier lien que nous vous avons envoyé pour avoir le permis de pouvoir entrer dans ce séminaire-là. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée et on vous remercie de votre attention. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.